Chers amis, bonjour ou bonsoir. Vous êtes bien sûr JJMB Congo Afrique Monde et nous sommes dans la deuxième partie d'une série d'émissions sur les prouesses et réalisations de Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons parler des critiques qui avaient précédé et suivi l'application du programme de la gratuité de l'enseignement primaire en RDC et allons continuer avec la suite des réalisations. Mais avant ça, et pour vous rafraîchir la mémoire, suivez en 3 minutes ce que nous avions dit dans la première partie et qui résume le contexte où nous nous trouvons pour l'émission d'aujourd'hui. Suivez et je vous retrouve après cela. À peine arrivé au pouvoir, président Tshisekedi déclare une éducation gratuite pour l'enseignement primaire qui verra 5 millions d'élèves prendre le chemin de l'école sur l'ensemble du territoire national. Ça, c'était le premier signe d'une vision en grand et de loin, car lorsqu'un président ne donne pas une place de choix à l'éducation, donc à la jeunesse, pour assurer le devenir du pays, c'est qu'il n'a pas une vision de loin et une vision stratégique. Et non seulement qu'il s'occupe des élèves du primaire, mais il poursuit l'amélioration des infrastructures d'enseignement de tout le cycle jusqu'à l'université, la construction de nouveaux bâtiments et la création de nouvelles universités. Un programme comme celui-là demandait beaucoup de moyens que le Congo aurait eu difficile à réunir de par le budget que le nouveau gouvernement avait hérité des décennies de mégestion de ses prédécesseurs. Pour un grand pays comme le Congo avec 100 millions d'habitants et un budget annuel d'à peine 4 milliards de dollars, entamer un programme qui exigeait au moins un quart de ce budget était une mer à boire. Mais tenez, en 2 ans seulement, il allait faire l'impossible en multipliant ce budget par presque 4 et les réserves de change de même. Impressionnant, n'est-ce pas? À cause de cette performance, son ministre des Finances est primé pour 2 années consécutives comme meilleur ministre des Finances en Afrique et est aussi primé par Forbes. Cela ne s'arrête pas là, malgré les effets successifs de l'effet Covid-19 et de la guerre de l'Ukraine qui affectera négativement toutes les économies du monde et leur fait guetter tous les jours la récession. L'économie de la RDC est restée plus que résiliente en affichant des taux de croissance parmi les 20 les plus élevés au monde et affichera 6,7% en 2023 selon les prévisions de la FMI, ou le 3e taux le plus élevé en Afrique pour un taux moyen mondial qui se situe autour d'environ 3% actuellement. Impressionnant, n'est-ce pas? Surtout qu'en plus que le Congo avait dû faire face à la maladie d'Ebola à l'est du Congo, comme nous l'avions déjà dit, et fait toujours face à l'est, et depuis plus de 20 ans aujourd'hui, à une guerre dont le vol de minerais sont allés gonfler les chiffres attribués au Rwanda et ses sponsors, et qui autrement aurait en ce moment dû faire de la RDC l'économie la plus performante au monde. C'est ainsi que le programme d'enseignement gratuit de la RDC verra 5 millions d'enfants qui auraient pu être laissés pour compte prendre le chemin de l'école et leurs enseignants et administrations pris en charge par le gouvernement. Plusieurs critiques s'étaient donc levées contre l'éducation gratuite faite de façon précipitée, selon le point commun de la plupart d'entre elles. Un point qui aurait peut-être pu être considéré valable si les moyens financiers, le temps et la patience tombaient du ciel. Mais hélas, et comme vous allez certainement vous en rendre compte, chers téléspectateurs, il y a eu plus de populisme politique ayant bien facile à pointer du doigt et à penser que l'opposé était le mieux à faire, sans beaucoup de détails pratiques, mais rien que de la théorie. De sorte que si le gouvernement avait proposé au départ
d'attendre que tous les moyens soient réunis. Ce serait plutôt l'opposé, c'est-à-dire celle qu'il applique et qu'il conteste aujourd'hui, qu'ils auraient plus exigé et préféré avoir. Ça s'appelle vouloir quelque chose et son contraire. On a plus parlé des infrastructures qu'il fallait commencer à avoir d'abord pour ne pas, par exemple, se retrouver avec 60 élèves dans une classe. Toutes ces critiques relevant que cela allait conduire à une défaillance dans la qualité de l'éducation. Maintenant, réfléchissons ensemble. Vous connaissez certainement comme moi beaucoup de gens qui ne commenceraient jamais quelque chose avant que tout soit parfait. Et ces gens, après 30 ans, n'ont jamais rien fait parce qu'ils finissent par se rendre compte, par exemple, que les millions dont ils auront besoin pour commencer un projet parfait ne se distribuent pas à tout point de rue. L'intelligence, c'est être capable de faire de grandes choses avec peu de moyens, et pour cela, il faut agir. Le plus souvent, les gens qui réussissent dans leur entreprise réfléchissent beaucoup sur l'idée et se jettent à l'eau sans attendre tous les moyens du monde. Réfléchir ne veut pas dire dormir un siècle sur l'idée. Ça, c'est souvent la peur du risque qui fait cela et qui ne risque rien à rien. Qu'auriez-vous fait avec 5 ou 6 millions d'enfants attendant 20 ans pour que votre infrastructure soit complètement prête sans argent? Vous auriez en fait créé des millions d'autres voyous communément appelés Kuluna au Congo et qui vous attendront dans le noir à tous les coins de Kinshasa. Et puis, trop insister sur les infrastructures, ce n'est pas savoir ce que c'est que l'éducation dans son essence. Car l'éducation n'attend point ni un crayon ni un cahier. Une tige d'arbre sur du sable est souvent bien suffisant. Les enfants au village qui ont appris le pouvoir des planètes, des plantes et leurs ancêtres n'étudiaient pas sur des bancs ou dans des bâtiments. Beaucoup de nos parents qui nous enseignent aujourd'hui ou qui occupent des grandes positions dans les organismes internationaux, beaucoup d'entre eux ont étudié sous les arbres. Pourquoi, quand vous étudiez et préparez vos examens, vous préférez vous retirer dans la nature? Pourquoi n'emmenez-vous pas votre banc? Si j'ai donné ces extrêmes, c'est pour dire que nous sommes bien dans des meilleures conditions, entre guillemets, que celle-là, et que cette décision par le gouvernement était bien la meilleure. Il était mieux d'emmener un grand nombre d'enfants à apprendre quelque chose, minimum soit-il, et dans des conditions même moindres que celles que nous avons pour avoir demain des gens qui peuvent au moins accéder aux services publics que d'avoir une population qui ne sait même pas écrire son nom. Personne ne doit être laissé derrière. Remarquez que j'ai dit que nous sommes dans les meilleures conditions aujourd'hui, et meilleures conditions entre guillemets parce que ce que nous considérons comme bonnes conditions selon les standards que nous miroite l'extérieur et auxquels nous aspirons, sont-ils des plus idéales? Tenez, j'ai lu quelque part que dans les pays nordiques, dans l'un des pays, les écoles de base sont de plus en plus construites dans la nature pour permettre aux enfants d'avoir une interaction avec elles, c'est-à-dire de toucher un peu les vers de terre, de se salir un peu, de marcher pieds nus, etc. Est-ce que cela vous dit quelque chose? L'enfant africain et bien d'autres dans les pays en développement passent toute leur vie dans ces conditions, apprenant à la fois dans ces jeux, avec son environnement sain et plein de difficultés, en combinaison avec l'école moderne. Quelle chance! Ce que cela produit est bien un adulte résilient physiquement et mentalement et un être intelligent. Cet enfant a souvent créé ses propres jouets, parfois sophistiqués et œuvres d'art à la fois, et ne les a jamais achetés. Des petits ingénieurs en couveuse donc. Ce qui manque souvent, c'est au gouvernement de créer les moyens qui catalysent toute cette énergie et savoir-faire pour que la société en tire les résultats. Le tout à la fin est souvent de sortir de l'emprisonnement mental de ce que nous miroitent les standards et le mode de vie des autres. Nous cherchons à avoir aussi des gratte-ciel dans un coin béni avec la nature. Le meilleur style de vie nous est donné par ces pays des îles qui balancent la tradition, leur construction et la nature.
Savez-vous pourquoi les Occidentaux, par exemple, voyagent tant dans ces coins, cherchent à manger bio, marchent pieds nus dans le sable pour oublier de temps en temps les autres, ou de façon permanente, cette vie de cité de voiture? Il me semble que l'on ne comprend qu'après avoir touché le feu et après avoir frôlé la mort. Il ne vous est jamais venu à l'esprit que les Africains et les autres peuples jugés primitifs aujourd'hui ont déjà peut-être dans leur passé lointain fait l'expérience des civilisations très avancées et que leur repli et mode de vie simple n'est que quelque chose inscrit dans leur gène. L'expérience la plus récente nous est donnée par l'Égypte que nous a laissé des symboles du reste de la vanité se lavant aujourd'hui tous les jours dans la poussière. En résumé, parlant de l'éducation, il faut tout simplement saisir l'opportunité de faire quelque chose de spécial avec les moyens de bord, parce que remettre à demain sera certainement trop tard. Ça s'appelle avoir de la créativité. Lorsqu'un enfant est en train de se noyer, on se jette d'abord à l'eau. On ne court pas d'abord chercher de l'aide au village. Vous le trouverez parti, emporté par le courant. Si nous attendons 20 ans des infrastructures, avec quelle génération construirons-nous les 30 années après? Et le cercle vicieux de nos malheurs de continuer alors. Ceux qui avaient détruit l'éducation pendant 18 ans savaient exactement ce qu'ils faisaient. Ce qui est plutôt attendu d'un peuple modèle, c'est-à-dire un peuple sur qui on peut compter pour impulser le développement, c'est de courir avec le programme et non pas d'être juste des spectateurs qui attendent tout du ciel ou encore pire qui ne savent que critiquer négativement. Chaque personne doit pouvoir puiser dans son savoir-faire, ses talents, ses moyens pour contribuer à faire de ce programme ô combien noble et bénéfique un grand succès. Tel peuple, tel développement. Maintenant, quel a été l'impact économique de ce programme sur les ménages, s'il y en a eu? Prenons une petite pause et voyons cela très rapidement dans quelques instants. La gratuité de l'enseignement n'a pas seulement permis aux millions d'enfants congolais qui autrement auraient pu être délaissés de prendre le chemin de l'école, mais aussi important, elle a permis de remettre de l'argent dans les poches des parents et des familles congolaises. Le parent qui avait une fois intervenu à la télévision en sait quelque chose. Je payais $500 par enfant et j'en avais 3, avait-il dit, et aujourd'hui je ne paye rien. Je ne sais pas si les Congolais comprennent bien et apprécient à sa juste valeur ce qui vient de se passer. Ceci veut dire qu'à quelques mois seulement de son entrée en fonction, la situation financière de la majorité des familles congolaises avait reçu un boost. Le revenu mensuel de la majorité des familles congolaises avait doublé, triplé ou plus, chose que l'on n'avait jamais vue au Congo. Encore une autre réalisation exceptionnelle de ce président et son gouvernement. Dans d'autres cieux, on aurait dit qu'$1 milliard chaque année a été remis aux parents. C'était bien pensé et un double coup, mieux qu'une augmentation de salaire du même montant, parce que si cet argent avait été donné comme salaire, aussitôt payé, il serait aussitôt récupéré en frais scolaires et donc rien de plus ajouté au budget de la famille. Donc en toute objectivité scientifique, dès l'arrivée au pouvoir du président Tshisekedi, le peuple congolais, les familles congolaises ont pu se retrouver bien mieux qu'ils ne l'ont jamais été depuis longtemps. Si d'autres régimes ont plutôt préféré voir $1 milliard aller chaque mois dans leur poche, eh bien ce nouveau régime avait préféré le diriger directement vers le peuple. Coup de chapeau donc. Continuons avec la liste des grandes réalisations de ce gouvernement, car vous vous en doutez, la liste est bien longue. Serrez donc votre ceinture.
porte-parole du président Tshisekedi, dans sa tribune dans le magazine Défi congolais, a pratiquement effectué le travail de résumé pour la nation, le travail effectué par le président Tshisekedi et son gouvernement, et on ne pouvait mieux faire que de se référer à la personne qui a toute l'information et la bouche autorisée du président de la RDC. Nous vivons dans l'ère de l'infobésité, dit-elle, pathologie de la surcharge informationnelle, nouveau fléau de notre époque. Notre débat public est devenu un tam-tam continu de rumeurs sensationnalistes, de mensonges, de commentaires plus ou moins orientés et fake news et finalement de confusion. Nous vivons une espèce de dramatisation permanente, semblant toujours collectivement au bord de la crise des nerfs. Or, faire de l'information demande du temps pour la comprendre, réfléchir, la recouper, la vérifier. Cela prend du temps, mais c'est la condition de la démocratie pour être capable de distinguer le vrai du faux, la manipulation et le lobbying. Nos débats, quelquefois enflammés, ne pouvant résumer l'action du gouvernement sous l'impulsion de son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, je vous propose dans les lignes qui suivent de nous offrir le luxe de ce temps de réflexion pour séparer l'écume du bruit, de la substance et d'embarquer dans un bilan partiel factuel des 4 premières années du mandat du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En 4 ans, la RDC de Félix Tshisekedi a posé les fondations du réveil congolais. 4 années se sont écoulées, continue-t-elle, depuis que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est devenu le 5e président de la République démocratique du Congo et le 2e à accéder au pouvoir par les urnes. Les Congolais l'ont choisi pour matérialiser le changement auquel ils aspirent depuis des lustres, car le Congo, plus de 60 ans après son indépendance, est toujours dans un coma profond. Pour le sortir de sa léthargie, le président Tshisekedi a déployé son action sur plusieurs axes simultanément: l'assainissement de l'environnement macroéconomique et le renforcement des finances publiques, l'amélioration des conditions de vie des Congolais, le peuple d'abord, le développement par la base, la redynamisation de la diplomatie congolaise, l'accès à l'éducation, une démocratie congolaise vibrante et enfin, sujet qui est au cœur de toutes nos préoccupations patriotiques, la lutte contre l'insécurité à l'est de la RD Congo. Commençons par l'assainissement de l'environnement macroéconomique et le renforcement des finances publiques de la RDC. Et si JJMB Congo Afrique Monde s'est déjà longuement attardé sur ce point, ce que nous pouvons néanmoins ajouter et qui est d'intérêt et qu'il a relevé est que le président Tshisekedi a par ailleurs confié à l'inspection générale des finances la mission de veiller à l'application stricte de la loi des finances dans l'usage des fonds publics dans les institutions, entreprises et autres services de l'État. La patrouille financière initiée par l'AGF a ainsi permis de renflouer les caisses de l'État par un contrôle rigoureux, tout en sauvant de nombreuses entreprises des griffes des prédateurs. En matière d'état des lieux, saviez-vous que depuis 2018, l'allocation budgétaire pour l'agriculture a connu une croissance annuelle moyenne de 82% et qu'en 2022, cette croissance était de 152%. 3. Sous l'impulsion du président Tshisekedi, la RDC est le seul pays d'Afrique subsaharienne à voir sa notation rehaussée par les 2 agences indépendantes au cours des 12 derniers mois. Nous quittons la note CAA1 pour la note B3, perspective stable, Moody's, entre parenthèses, une note en ligne avec les efforts du gouvernement pour assainir l'environnement macroéconomique et renforcer les finances publiques. C'est dans le domaine de l'amélioration des conditions de vie des Congolais que le slogan « Le peuple d'abord » prend tout son sens. En voici quelques réalisations. L'économie de la RDC a fait preuve de résilience face aux chocs extérieurs, guerre en Ukraine, hausse des prix de l'énergie,
Le gouvernement de la RDC a ainsi évité d'asphyxier le peuple grâce à des mesures sans lesquelles le prix du carburant à la pompe coûterait 3 fois le prix actuel. 2. La reconstruction et l'extension de l'hôpital provincial général de référence de Kinshasa, ex-Mamaemo, augurant son inauguration dans les tout prochains mois. Et 3. La reconstruction et l'équipement de 10 nouveaux bâtiments de l'hôpital général de référence et de l'Amouya en Bujimaï, la mise en œuvre de la gratuité des accouchements dans 9 zones de Kinshasa, ainsi que dans 11 autres provinces, à savoir le Kwilu, le Maïndombe, le Kwango, le Sud-Bangui, la Mongala, la Tchapa, le Maniema, le Haut-Katanga, le Olomami, le Lualaba et le Nord Kivu. En matière d'accès à l'électricité, la conclusion des travaux de construction des lignes de transport pour le barrage de Kakobola-Kwilu. D'ici septembre 2023, les villes de Ngungu, Idiofa, Kikwit et Bandundu seront de ce fait totalement électrifiées. Plus de 20 projets d'électrification en milieu rural et périurbain répartis dans les provinces formant le Grand Bandundu, le Grand Kasaï, le Grand Équateur ainsi que le Grand Oriental en faveur de plus de 500 000 Congolais. À Kinshasa, grâce à la construction du poste de Kimbantseke, plus de 2 millions de Kinois auront accès à l'électricité. Les travaux de construction du poste de Kintsuka qui sont en cours permettront d'alimenter en électricité 4 millions supplémentaires de Kinois. Le même effort a été consenti dans le secteur de l'eau. Ainsi, à Kinshasa, des milliers d'habitants de communes de districts de Tchangu, Lukunga et Funa ont accès à l'eau potable grâce aux nouvelles usines de traitement d'eau de Lemba Imbu et Mbinza Ozone. Lancées en décembre 2019, ces usines vont impacter près de 2 millions de Kinois. Ultime illustration du réveil citoyen dont on ne parle pas assez, sous l'impulsion du président Tshisekedi, plus de 4500 jeunes venus de cette province ont découvert une vocation nationale au centre de formation à Kanyama-Kasese, Yakuluna ou Cheguez. Aujourd'hui, nous les appelons les bâtisseurs de la République. Sur les performances budgétaires, le président Tshisekedi a placé le cap sur le développement partant de la base, car le progrès n'a de sens que s'il est partagé par tous. Le gouvernement a ainsi déjà débloqué 773 millions de dollars pour lancer le programme de développement local des 145 territoires, appelé PDL 145T, qui vise à réduire les inégalités territoriales, à revitaliser les économies locales et à améliorer les conditions de vie, fournissant des infrastructures de base et des routes de desserte agricole pour chaque territoire. Dans le cadre de PDL 145T, le lancement des activités relatives à la construction, à la réhabilitation et à l'équipement de 2143 ouvrages, soit 1210 écoles, 788 centres de santé et 145 bâtiments administratifs est déjà effectif. Toujours arrangé dans le renforcement de la base, notons les premières manifestations concrètes de l'initiative présidentielle pour l'entrepreneuriat des jeunes en RDC, pour laquelle le Premier ministre Sama Lukonde a accordé un financement d'amorçage de 5 000 $ américains aux 100 premiers lauréats. Voilà tout pour cette deuxième partie d'une série d'émissions sur les réalisations du président Tshisekedi et son gouvernement. Dans la troisième partie, sans doute la dernière sauf changement d'idée, et nous verrons comment le président et son gouvernement ont énormément redynamisé la diplomatie de la RDC et l'ont sorti du coma ou de l'isolation où elle se trouvait. Comment ont-ils redynamisé la démocratie et comment ils gèrent la guerre à l'est de la République du Congo. N'oubliez pas de contribuer à l'effort national en cours pour les populations prises en otage par la guerre de l'Est. Retrouvez les détails bancaires dans notre toute première vidéo sur la problématique de l'exploitation du pétrole des forêts du Congo.
Ils seront également repris dans la description ci-dessous. Entre-temps, nous vous laissons suivre ces images sur le projet de 147 territoires par la BESECO au Bureau central de coordination, qui est un service public placé sous la tutelle du ministère congolais des Finances et dont la noble mission est d'accompagner le gouvernement congolais dans la réduction de la pauvreté et des inégalités sociales. Suivez, et quant à nous, nous vous retrouverons prochainement et bien de bonnes choses chez vous. Au revoir. J'ai le plaisir de vous présenter l'état d'avancement des travaux exécutés par BESECO dans le cadre du programme de développement local PDL 145 territoires, initié par le chef de l'État en réponse aux préoccupations exprimées par les populations, notamment l'accès à l'éducation, aux soins de santé de qualité, l'accès à l'emploi, à l'électricité, l'accès à l'eau potable. À ce jour, nous avons convenu d'exécuter d'abord dans un premier temps 731 infrastructures, dont 414 écoles, 269 centres de santé et 48 bâtiments administratifs en vue de restaurer l'autorité de l'État. Comme stratégie, nous avons choisi de travailler avec deux acteurs principaux qui sont les petites et moyennes entreprises et les agences locales d'exécution qui sont en fait les ONG. Le programme de développement local des 145 territoires, PDL 145, élaboré par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour combattre la pauvreté et les inégalités sociales, a été confié pour son exécution à 3 agences, dont les bureaux centraux de coordination. Les BESECO assurent la mise en œuvre de ces vastes programmes dans 48 territoires répartis sur 9 provinces, dont celle de l'Ituri, actuellement sous état de siège. Pour cette première phase, les BESECO a recruté dans l'Ituri 6 agences locales d'exécution pour la construction de 25 écoles sur les 60 prévues et 14 centres de santé sur 38. Les petites et moyennes entreprises, également recrutées par les BESECO, vont s'occuper des restes des infrastructures dont le démarrage interviendra incessamment. Du constat fait sur terrain en Ituri, les taux d'exécution globale de ces programmes dans les 2 territoires à la charge des agences locales d'exécution avoisinent 60% dans une province où chaque communauté a sa milice d'autodéfense. Les ingénieurs sont issus de la communauté avec la main-d'œuvre locale. Depuis le lancement jusqu'à aujourd'hui, les travaux évoluent très bien, sauf qu'il y a les intempéries qui nous causent toujours problème quelquefois et les problèmes sécuritaires quelquefois aussi. Mais néanmoins, tout marche bien, sauf les petits retards que nous avions acquis avant de commencer, suite au lancement par les autorités de la place. Main-d'œuvre locale. Irumu, un des 2 territoires concernés par cette première phase, bénéficie de 13 écoles primaires et 6 centres de santé répartis équitablement sur l'ensemble de l'entité selon les besoins. Ces écoles comportent 6 salles de classe, un bureau du directeur et une salle polyvalente qui pourra aussi générer des recettes. Sur ces images, l'état d'avancement de la construction de l'école primaire Louga 1 qui générait des recettes. Sur ces images, l'état d'avancement de la construction de l'école primaire Louga 1, nous sommes dans la chefferie de Basili. À quelques kilomètres de là, l'école primaire Louga D également en construction. Ces écoles et centres de santé poussent aussi au village Mbriti, village Bogoro et même au village Nyakeru à la grande satisfaction des autorités traditionnelles. Ici pourquoi tunafurahia tous les projets. Tunafurahia kabisa na mkono miwili pamoja na wakonotable yangu wote. Na tunajua kabisa gouvernement natupenda na tukumbuka. À Irumu territoire, l'ancien centre de santé a été incendié par les miliciens et les nouveaux en construction fera le bonheur de la population locale. Nishasikia ile habari, tunashukuru sana. Na kazi yenyewe mnafanya tunashukuru sana kabisa. Juu tulikuwa tuko nateseka. Depuis wakati ya vita hatuna hospitali, hatuna nini. Tunashukuru sana ile kazi yenyewe mnafanya pale. Na isikatike pale endelee mbele juu sie ba mama surtout ba mama tukunaenda zalia kunyakundi. Moyen de déplacement iko probleme bakaya ba operation badamu kunini kwa batoto kunini kuishia damu mpaka uende kunyakundi batoto bengine biko kufia hata kunjia. Hivi tunashukuru sana sana sana. Dans les villages Badimboli, chefferie de Walese Vontoku,
À 90 km de la ville de Bunia, il faut souvent beaucoup de courage et de sang-froid à l'agence d'exécution locale Institut Saint-Joseph pour tenir sur un chantier sous menace permanente des miliciens qui sèment terreur et désolation. Les difficultés que nous sommes en train de rencontrer, surtout dans les niveaux sécurité, il y a aussi un peu de peur, hein, c'est dans ce sens-là. Mais il n'y a pas assez de difficultés parce que nous sommes en train d'évoluer. En territoire de Mambasa également, les travaux de construction des écoles et centres de santé évoluent à pas de géant. La livraison de toutes ces infrastructures est prévue fin avril 2022. Les gouverneurs militaires de l'Ituri est au-delà des questions sécuritaires heureux de voir la matérialisation de ces vastes programmes dans sa province. Ici chez nous, les 145 territoires, en tout cas ça va très bien et nous en félicitons. Nous sommes avec le chef de BESECO ici, qui est tout le temps sur terrain, qui travaille en étroite collaboration avec les AT, et il peut vous dire, non, je pense que le rapport que j'ai, même de mes AT qui étaient sur terrain la dernière fois, les choses sont en train de bien avancer à Mambasa et à Irumu. Voilà. En Ituri, une fois terminé, ce programme va améliorer l'accès des populations des territoires aux infrastructures et services socio-économiques de base.